Lundi 21 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Seule la population décidera qui sera le président à la tête du pays à l'issue d'une élection. Nul ne peut décider au nom de la population, selon le ministre Oulder Amaoulmas, au vu de ce qui s'est passé durant la tournée du président de la République. En fin de semaine, le président Andradzuel n'est encore dans le cœur de la population et Touliar est toujours à ses côtés. Reportage de Judikel Rangenerin et Andoura Zedjepe. Quels que soient les blocages, les stratagèmes ou encore les mauvais coups perpétrés par les politiciens, seul le peuple a le pouvoir de décider selon la Constitution. Le ministre Oulder Amaoulmas condamne le comportement des politiciens qui veulent bafouer ce pouvoir souverain de la population. Si ces derniers se focalisent sur les élections, le président Andradzuel, lui, pense au peuple malagasy. Il a été constaté que la population n'attend pas les élections, comme ici à Touliar, pour exprimer son amour et son soutien au président de la République, Andradzuel, dont l'objectif est pour l'instant les intérêts de la population. On constate également que les politiciens ne pensent qu'à leur intérêt personnel, alors que les dirigeants travaillent pour la population. Les infrastructures qui ont été réalisées à Touliar ont été nombreuses et ont été mises en place pour l'intérêt de la population. Parlant élections, le dialogue interrégional organisé par la CENI se tiendra demain à Farafengan dans la région Atsimu-Andjefan. L'objectif est la participation de tous pour les échéances électorales. L'inauguration du local de la CENI au niveau de cette localité a été effectuée également ce jour. C'est nous Ranirlint nous en dit plus. Après Vakna Karachi à Lochamangour, c'est au tour de Farafengan de bénéficier d'un bureau local de la CENI au niveau des districts. Ce bureau a été inauguré aujourd'hui. La raison de la tournée de la délégation de la CENI dans la région Atsimu-Andjefan est aussi de tenir un dialogue interrégional demain. Le but est la poursuite des dialogues nationaux déjà effectués dans la capitale afin de les faire participer aux élections. Tous les acteurs, à savoir la société civile, les politiciens, les responsables au niveau des districts dans la région Atsimu-Andjefan, mais aussi ceux de Vadvav et de Fitvunan y participeront. Le sujet de ce dialogue est la vulgarisation de la loi sur les élections, la sensibilisation dans les étapes à suivre, mais surtout la collecte des idées afin d'améliorer l'environnement électoral. Et dans les actualités faits divers de ce soir, parlons de l'accident qui s'est passé à Befourne sur la RN2. Le manque d'air au niveau du frein de la semi-remorque, ce serait la cause de l'accident justement de ce semi-remorque qui a fauché de taxi brousse venant de Touamas hier après-midi selon les informations. Cet accident a conduit au décès de 7 personnes et 25 blessés qui sont déjà pris en charge au niveau de l'hôpital de Muramang. Le corps sans vie de 5 personnes sont encore gardé à Befourne en attendant sa famille, selon toujours les explications. Indienne Martina nous en dit plus. Hier 18h, les blessés sont arrivés à l'hôpital de Muramang. Des blessés suite à l'accident de circulation survenu au niveau de Marvolav Befourne sur la RN2 hier vers 15h30. 25 personnes sont soignées à l'hôpital, 7 personnes ont perdu la vie. Selon les informations, 3 sont morts sur le coup, 3 ont perdu la vie sur le chemin vers le CSB de Befourne et 1 sur le chemin de l'hôpital de Muramang. Une semi-remorque a percuté 2 taxis brousse venant de Touamas, transportant des passagers vers Antananarive, dans une descente enlacée à Marvolav Befourne, selon les témoignages. Pour en revenir aux blessés, ces derniers, dont certains dans un état grave, sont soignés gratuitement selon les consignes du ministère de la Santé publique. Selon les informations, les corps de 5 personnes décédées sont gardés au niveau du CSB de Befourne en attendant leur famille. Si l'un est à l'hôpital de Muramang, la gendarmerie nationale prend déjà en charge l'enquête sur cette affaire. Toujours dans cette page fait divers, 2 ans de prison ferme, c'est la décision de la justice condamnant Raïssa Razevoul. Elle a été accusée d'injure et de diffamation à l'encontre d'un magistrat et du greffier en chef du tribunal d'Anous sur les réseaux sociaux. Il est à rappeler que le magistrat et le greffier en chef ont porté plainte contre cette femme face aux agissements qui entravent également à l'image de la justice malagasy selon les explications. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansou. Affaire Raïssa Razevoul est parmi les affaires qui ont suscité des polémiques dans le pays durant quelques mois de cette année. Sa sentence a été prononcée sur le sujet. Mais l'affaire ne s'arrête pas là car récemment, elle aurait insulté et diffamé des hauts responsables au niveau de la justice malagasy, notamment un magistrat et un greffier en chef sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont porté plainte.
Il ne s'agit pas seulement des personnes selon l'avocat des plaignants, mais aussi de l'image de la justice malgache, car cela pourrait avoir un impact sur la confiance du peuple à la justice malgache. De ce fait, selon la décision de la justice, Raissa Razevoul a été condamné à 2 ans de prison ferme pour diffamation. Étant donné que le magistrat et le greffier en chef ont chacun porté plainte dans cette affaire, selon la loi, les sanctions ne seront pas les mêmes pour les délits perpétrés à l'encontre d'un magistrat et ceux à l'encontre d'un chef de service de la justice malgache. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles l'audience sur cette affaire aurait été à huis clos jeudi dernier sont fausses, affirme l'avocat. L'audience était ouverte au public. De l'actualité sociale de ce soir, les jeunes doivent avoir des objectifs et avoir le courage de réaliser leurs rêves s'ils veulent réussir dans la vie, a déclaré un éducateur. Actuellement, nombreux sont les jeunes qui ne savent toujours pas quelle filière choisir après le bac. Il y en a aussi ceux qui souhaitent étudier à l'étranger. Reportage signé Rousse-Christelle Rakout-Malal et Yujanel. La filière DEGS, droit, économie, gestion et sociologie, est actuellement la plus prisée car ce sont des connaissances nécessaires dans la vie et ouvrent beaucoup de portes. Les filières paramédicales attirent aussi les jeunes car il y a un manque d'effectifs à Madagascar. À part les formations, cette université offre également des bourses et des débouchés à l'extérieur selon son PDG. Les jeunes doivent avoir une attitude forte, ne pas accepter la défaite s'ils veulent réussir, et ils doivent avoir des objectifs précis pour ne pas se contenter de gagner de l'argent de la vie d'une personne renommée. Selon lui, dès la classe de seconde, les élèves devraient savoir ce qu'ils veulent faire plus tard et choisir les filières selon leur savoir, la capacité financière de leurs parents et la durée des études qu'ils veulent faire. Pour rappel, l'année scolaire universitaire 2023-2024 débutera en octobre. Et dans la page sportive de ce soir, Tuamasne est le 5e chef-lieu de province qui a accueilli la flamme des Jeux des îles de l'océan Indien. C'était hier 20 août, avant son arrivée ici dans la capitale de la Grande Île. Nombreux ont été les habitants de la capitale de l'Est qui sont venus accueillir cette flamme des Jeux des îles de l'océan Indien dans la joie et montrer leur fierté et l'unité des Malagas. Si certains ont suivi la flamme depuis son arrivée à l'aéroport, si d'autres ont attendu au niveau de l'avenue de l'indépendance de Tuamasne. 23 athlètes se sont succédés pour porter la flamme des JOI et la ministre coach de Tuamasne, Sophie Ratirek, est venue assister à l'accueil de cette flamme hier. Passons à présent aux actualités internationales. Le Niger partage une frontière de quelques 1500 km avant le Nigeria. Les conséquences du putsch du 26 juillet affectent directement cette immense région frontalière où la population a depuis des siècles des liens familiaux, sociaux ou économiques. France 24. État de Sokoto, Nigeria. Nous fonçons plein nord vers la frontière du Niger. Cette région est l'une des plus dangereuses du pays, minée par les meurtres et les kidnappings. La route est l'un des principaux axes du commerce transfrontalier, au point mort depuis le putsch du 26 juillet à Niamey. Devant nous, la ville nigérienne de Birni-Nkoni, dans la région de Tawa, désormais coupée du monde avec la fermeture des frontières. Ici, c'est la débrouille. Les marchands ont recours aux chemins de brousse clandestins. C'est aussi le retour aux méthodes anciennes. Notre seul problème, ce sont les forces de sécurité. Il faut les payer pour qu'ils nous laissent passer. Mais on a beaucoup de boulot. Allez, il faut qu'on y aille. C'est un défilé humain incessant qui, grâce à la corruption, fait la navette entre les deux pays. Mais il y a aussi ceux qui ne passent pas. Ils sont des centaines de chauffeurs de camions comme ces hommes venus du centre du Nigeria, coincés ici, sans aucun recours que l'attente. Les gens vont mourir si cette frontière reste fermée. Les gens vont mourir. Il n'y a pas de boulot. Et du matin jusqu'au soir, je ne mange pas. Les camions sont remplis de marchandises. Regardez, on doit acheminer du charbon pour une usine au Niger.
Nous sommes ici à environ 500 km de Niamey. La frontière se trouve à quelques kilomètres et on peut voir l'impact que a le coup d'État du 26 juillet au Niger sur ces communautés qui vivent depuis des centaines d'années en interaction d'ici au Nigeria avec le Niger d'en face. D'énormes conséquences puisque ici, par exemple, cette route qui mène à la frontière devrait avoir énormément de déplacements de camions, de marchandises et tout, comme on le voit, s'est arrêté presque au point mort depuis le lendemain du coup d'État à Niamey. Retour dans la ville de Sokoto, dans l'immense marché à bétail de Bodinga. Les animaux se vendent et s'échangent ici depuis des siècles. Là aussi, la crise au Niger bouleverse la vie de ces commerçants traditionnels. La fermeture des frontières est un énorme problème pour nous. Nous avons 3 fois moins de bétail qu'en temps normal, tout simplement parce que les animaux ne peuvent plus arriver jusqu'ici. D'habitude, on vend jusqu'à 900 bêtes par jour. Tout ce que l'on veut, ce sont des médiations pour que cela cesse. Nous avons tous des familles au Niger. S'ils utilisent la force, il y aura beaucoup de pertes humaines. Notre gouvernement doit pousser à la négociation pour que le calme revienne. Plus le temps passe dans cet immense territoire socialement et économiquement interdépendant, plus la situation pour beaucoup va devenir irréversible. L'impact du putsch nigérien va bien au-delà de ses frontières. Et les feux ravagent toujours le Canada et gagnent toujours du terrain dans l'ouest du pays où de larges incendies ont fusionné, tandis que des milliers d'habitants paniqués poursuivent leur évacuation. France 24 nous en dit plus. Oui, effectivement, elle est jugée tout simplement d'extrême par les autorités, du Premier ministre canadien Justin Trudeau à celui de la Colombie-Britannique à l'ouest ou encore à la Première ministre des Territoires du Nord-Ouest, même si les pompiers et les forces armées canadiennes à pied d'œuvre pour limiter la progression de ces feux, à défaut de pouvoir les arrêter, ils ont pu obtenir un petit peu de répit ces dernières heures et ces deux derniers jours, dans les territoires du Nord-Ouest d'abord, où l'évacuation de la capitale Yellowknife s'est poursuivie ces 3 derniers jours. 95% de la population a maintenant été évacuée vers les provinces du Sud et les centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis sur pied en Alberta notamment. Mais il reste encore beaucoup de travail pour freiner la progression de ces feux, a prévenu la Première ministre des Territoires du Nord-Ouest. Et puis à l'ouest, plus au sud du Canada, la Colombie-Britannique, effectivement totalement rattrapée par des feux qualifiés par les experts d'explosifs où 30 000 personnes ont dû fuir dans la précipitation leurs habitations. Des feux explosifs car ils progressent extrêmement rapidement. Une habitante du lac Okanagan dit avoir vu une petite fumée. Le feu était déclaré à une dizaine de kilomètres de chez elle et puis en moins d'une demi-heure finalement les flammes étaient autour de sa maison. Elle a dû fuir en kayak par le lac qui était au pied de sa maison. C'est dire la précipitation dans laquelle les habitants sont obligés parfois de quitter leur maison, mais pas plus de destruction selon le chef des pompiers de West Kelowna dans les dernières 36 heures. Pas de vie humaine perdue pour le moment, même si le travail reste très compliqué. Les jours à venir vont rester très compliqués en raison d'un cocktail météo explosif hors norme cette année pour cette saison du soleil rouge ou saison de l'enfer comme la qualifient les pompiers canadiens. Un cocktail qui rassemble des températures élevées, des vents violents au sol et une sécheresse qui dure depuis longtemps. Autre signe d'un réchauffement climatique qui est, lui, selon Environnement Canada, 2 à 3 fois plus rapide. Et Météo France a placé aujourd'hui 4 départements en alerte rouge à la canicule, le plus haut niveau à partir de mardi midi, alors que des températures avoisinant les 40 degrés Celsius se sont attendues dans le sud-ouest, le Midi et la vallée du Rhône notamment. France 24 toujours. 27 degrés enregistrés hier à 23h à Nîmes. Habitants et touristes ont eu bien du mal à trouver le sommeil cette nuit. Pour Annie Guillet et son mari, de passage dans le Gard, la nuit a été dure. Il a fait chaud toute la nuit et comme on n'a pas de clim, donc on a mis un ventilo. J'ai enlevé l'oreiller qui était trempé, je l'ai mis par terre et puis voilà, on essaie de s'endormir comme on peut. Au-delà de 20 degrés, difficile de s'endormir. La température interne a du mal à se réguler. Au niveau de notre cerveau, nous avons ce qu'on appelle un thermostat qui règle la température corporelle. Et ce thermostat
est complètement déréglé en cas d'une forte chaleur, canicule. Donc ça va perturber notre sommeil. Alors, comment faire pour trouver le sommeil? Ici, chacun cherche des astuces. Ah, c'est bien, j'avais mis mon ventilateur avec un minuteur sur 60 minutes et je me suis endormie avec le ventilateur. Ces touristes venus de Belgique n'ont pas hésité à se rafraîchir à leur façon avant d'aller se coucher. On a fait un petit bas de minuit pour nous rafraîchir et à partir de minuit, on a ouvert les volets et on a dormi la fenêtre ouverte. Rafraîchir le corps, c'est justement la meilleure parade aux nuits suffocantes. Une douche tiède, donc appliquer le pommeau de douche derrière la nuque pendant une dizaine de minutes pour faire baisser la température du corps. Et moi, ce que je conseille, c'est se laver, mais pas se sécher. Donc garder l'humidité sur son corps. La nuit prochaine sera encore difficile pour la moitié sud du pays. D'ici 2100, une cinquantaine d'heures de sommeil par an devraient être perdues en France en moyenne, à cause de ces nuits caniculaires à répétition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.